La tête dans les nuances, c'est une rencontre à tous les mois avec des intervenants engagés. Mon nom est Robert Aubin et à chaque épisode, je vous transporte dans un jeu de changement de perspective sur des enjeux de société. Ce mois-ci, à la tête dans les nuances, on se pose la question suivante. Quelle est la place des médias communautaires dans l'univers médiatique? Plongeons ensemble, tête première, dans les nuances. Bienvenue à cette toute première émission 2024 de La tête dans les nuances. Mon nom est Robert Aubin. Permettez-moi de vous souhaiter une excellente année, les meilleurs vœux de bonheur, de prospérité, de santé. Mais je vous souhaite surtout que le plaisir accompagne le travail nécessaire à l'atteinte des objectifs que vous vous êtes fixés. Quant à moi et à toute l'équipe, je nous souhaite de vous voir de plus en plus nombreux, mois après mois, et sachez que nous faisons le maximum pour maintenir votre intérêt. À preuve, cette toute première émission, si j'ai le plaisir de vous retrouver chaque mois depuis maintenant 4 saisons, c'est parce que 2 médias communautaires, la Gazette de la Mauricie et la station Nous TV, ont cru à cette émission et s'y investissent. Mais sait-on vraiment de quoi l'on parle quand on parle de médias communautaires? Quelle est leur place sur l'échiquier des médias? Quelle est leur mission? Est-elle différente des médias traditionnels ou des médias sociaux? On peut imaginer que oui. À tort ou à raison, l'étiquette de communautaire est souvent synonyme de défi immense avec moyens restreints. Est-ce une image ou le reflet de la réalité? C'est ce qu'on va tenter de découvrir. D'autant plus que dans le monde médiatique, l'année 2023 a vu, entre autres, une entente être réalisée entre le gouvernement du Canada et Google. On attend toujours celle avec Meta. Une entente qui, en plein respect de la loi C-18, vise à rééquilibrer, je dirais, les budgets ou l'économie de la publicité entre nos médias et les GAFAM de ce monde. Bref, pour tenter de mieux comprendre les réalités de ces médias, l'émission d'aujourd'hui leur est consacrée. Permettez maintenant que je vous présente les invités qui vont pouvoir éclairer nos lanternes et parfaire nos connaissances dans cet écosystème, ma foi, un peu complexe à comprendre. D'abord, je reçois Mme Isabelle Padoula. Elle est directrice de la Gazette de la Mauricie. Bienvenue. Bonjour. Elle est également détentrice d'un baccalauréat multidisciplinaire et d'une maîtrise de l'Université de Montréal, détentrice de plusieurs certifications portant sur les ressources humaines, les médias sociaux et la formation en ligne, et j'en passe parce que le temps nous manquerait pour faire le curriculum complet de chacun des invités. J'ai le plaisir également de recevoir M. Pierre Lauzé. Bonjour, M. Lauzé. Il est directeur adjoint programmation et relations avec les communautés chez Cogeco, et ce pour les 17 stations Nous TV du Québec. Il est diplômé de l'Université du Québec à Trois-Rivières en éducation au préscolaire et en enseignement primaire, et il a croisé la réalisation dans de très nombreuses boîtes. On peut penser à TQS, on peut penser à Radio-Canada Mauricie, on peut penser à MaTV Cap-de-la-Madeleine, et pour lui aussi, j'en passe, parce que le temps nous manquerait. Finalement, pour compléter ce trio, on a le plaisir d'accueillir sur ce plateau Mme Paule Vermeau-Desroches. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous la connaissez probablement, elle est journaliste depuis 2001. Elle est aujourd'hui chroniqueuse actualité pour le quotidien Le Nouvelliste. Vous l'avez peut-être entendue également comme chroniqueuse radio, comme conférencière. Elle est toujours membre du conseil d'administration de la FPGQ, c'est-à-dire la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Elle est détentrice d'un diplôme d'études supérieures spécialisé en communication sociale de l'Université du Québec à Trois-Rivières, où elle est revenue en 2022 à titre de chargée de cours. Voilà qui fait un portrait sommaire de nos invités. Merci d'avoir accepté l'invitation. Évidemment, je me tourne premièrement vers vous, Mme Padoula, parce que comme l'émission porte beaucoup sur les médias communautaires, encore faudrait-il savoir de quoi l'on parle. Alors, comment on définit un média communautaire? Quelle est la mission des médias communautaires? Est-ce que chaque média communautaire est indépendant ou bien vous avez un point en commun qui vous relie? Bref, j'ai suffisamment donné de questions pour vous lancer. Je vous écoute. Tout d'abord, on est environ un peu plus de 160 médias communautaires reconnus au Québec. On est 7 en Mauricie, dans la région de la Mauricie. Les médias communautaires sont quand même très différents les uns des autres. Là, on va les regrouper en radio, domaine de la radio, domaine de la télévision
et domaine également de la presse écrite. Donc, quand même, des différences entre chaque champ de catégorie là, pour chacun des médias communautaires. Chaque catégorie de médias communautaires a sa propre association également qui les représente. Par contre, ce qui les unit, je pense, c'est vraiment le côté accessibilité, implication aussi. Donc, on peut s'impliquer dans un média communautaire, chose qui n'est pas nécessairement si facile que ça dans un autre média. Donc, on peut s'y impliquer bénévolement. Je pense que l'émission La tête dans les nuances en est un exemple. Ceux qui captent les images présentement sont des bénévoles. Même chose au niveau de la presse écrite. Donc, dans la Gazette de la Mauricie, il y a beaucoup de bénévolat qui se fait. Donc, tout ce qui est implication citoyenne, c'est quelque chose vraiment qui distingue là, les médias communautaires des médias traditionnels. La forme juridique également, ça va être regroupé sous forme d'un OBNL ou encore une entreprise d'économie sociale. Donc, ce n'est pas des médias qui appartiennent à un seul propriétaire ou à coter en bourse ou à un consortium, peu importe. Donc, c'est vraiment une gestion démocratique du média avec un conseil d'administration, un média qui est vraiment au service des citoyens, là, de la population. Monsieur Lauzé, vous avez été, vous, dans les deux domaines au cours de votre carrière, à la fois dans les médias traditionnels et maintenant plutôt du côté des médias communautaires. Qu'est-ce qui vous y a amené ou qu'est-ce qui est la particularité qui fait que vous souhaitez continuer d'œuvrer dans ce domaine? Bien, en fait, c'est un peu un retour aux sources parce que la télé communautaire, au départ, c'est elle qui m'a donné l'étincelle de la télé. J'avais commencé comme bénévole au début des années 80 et j'avais adoré le concept où à peu près tout le monde qui s'intéressait à la télé pouvait se présenter sur place, avoir de la formation, manipuler l'équipement, puis tout ça. J'ai fait mes débuts là, puis bon, à un moment donné, on souhaite tous accéder au niveau professionnel. Donc, la télé communautaire était une école incroyable à l'époque. Ce qui fait que, de fil en aiguille, même si je n'ai pas de diplôme en technologie, si on peut dire, bien, j'ai réussi à avoir un travail dans un média traditionnel avec l'expérience que j'avais. J'y ai passé presque 20 ans, jusqu'à la fermeture de TQS en 2008. Bon, après ça, une petite expérience avec une boîte de production privée. Et par la suite, par un concours de circonstances, je suis retourné à la chaîne communautaire où j'avais commencé, celle de Vidéotron à l'époque, à Câble-la-Madeleine, mais cette fois-là, en tant que gestionnaire pour remplacer la personne qui m'avait donné ma première chance à l'époque. Donc, je connaissais un peu le milieu. Puis on s'entend que la télé communautaire, ça a une réglementation qui est assez particulière. Donc, en y ayant travaillé au tout début de ma carrière, je connaissais un petit peu cette réglementation-là qui était assez particulière, sur laquelle on pourra probablement revenir un peu plus tard. Et bien, avec mon bac en enseignement également, la relation avec les gens, le désir de former, tout ça était toujours là. Donc, d'œuvrer à la télé communautaire, pour moi, c'était presque une fin en soi. Donc, je suis bien content d'y être de retour. Madame Desroches? Oui. Comment voit-on les médias communautaires quand on est du côté des médias traditionnels? Il existe cette notion de compétition entre les médias et en bout de ligne, pas tant non plus. Moi, j'ai toujours vu, en tout cas depuis, ça fait 23 ans que je fais ce métier-là, j'ai toujours vu, spécialement dans la presse régionale, l'importance de la complémentarité des médias, que ce soit médias traditionnels, médias communautaires, télé, radio, web, écrit. Je suis une des personnes qui prône le plus la diversité des voix. Je pense que c'est là le secret de dire que tous les médias sont complémentaires parce que c'est ça qui fait la richesse d'une communauté qui est vivante, puis qui est, disons, saine au niveau démocratique, c'est d'avoir une multiplication des voix. Parce que c'est pas vrai qu'un seul média est en mesure de couvrir tous les enjeux ou a les intérêts non plus de couvrir tous les enjeux, ce qui fait qu'on peut avoir une multiplication des voix comme celle-là. Des médias communautaires vont davantage s'intéresser souvent à certains sujets qui sont parfois délaissés par d'autres médias pour
toutes sortes de raisons, mais c'est ça qui fait la beauté de cet écosystème-là, c'est que le citoyen qui souhaite être informé peut le faire de différentes façons auprès de différentes plateformes. Et à ce moment-là, je trouve qu'il a un portrait extrêmement global là, de la communauté dans laquelle il vit. Je vous suis bien dans l'exposé que vous venez de me faire, mais je disais en présentation au début que vous êtes membre de la FPJQ, membre du conseil d'administration même. Oui. Alors, on parle là d'un quasi-ordre professionnel là, qui regroupe les journalistes? Bien, non, justement. Non? Justement, puis c'est un débat, c'est un grand débat dans notre profession. Il n'y a pas d'ordre professionnel chez les journalistes pour plein de raisons, notamment une raison de formation, de reconnaissance de la formation. Il y a autant de manières de devenir journaliste qu'il y a de journalistes. Il y a aussi toute la question de l'indépendance aussi de la presse. Face à un ordre professionnel, ça peut causer certaines frictions là, au niveau de l'idéologie. Mais la manière dont on fonctionne à ce moment-là, c'est qu'on s'est doté aussi d'un tribunal d'honneur qui s'appelle le Conseil de presse du Québec, sur lequel je siège également. Ça va, assez là, je suis assez occupée. Mais tout ça pour vous dire que c'est le tribunal d'honneur dont on s'est doté assure cette espèce de vigilance de l'ensemble de la qualité de ce qui est produit dans les médias partout au Québec, et ce, tous médias confondus, qu'on soit membre ou non du Conseil de presse. Le Conseil de presse est en mesure d'aller porter des jugements sur la qualité des contenus médiatiques. Et tout ça se fait grâce à la participation citoyenne, parce que ce sont les citoyens, en bout de ligne, qui vont porter plainte, par exemple, au Conseil de presse quand ils sentent que leur droit à une information juste et objective a été bafoué. Et ce pourquoi je vous posais la question, merci du complément d'information, mais c'est surtout pour avoir le point de vue, la question s'adresse à tous, le point de vue du titre de journaliste. Oui. Parce qu'on le disait dans les médias communautaires, si j'ai bien compris votre présentation, Mme Pouet-Dubois, ce sont les citoyens qui sont les premiers rédacteurs des différents articles, chroniques qu'on y trouve et qui ne portent pas nécessairement le titre de journaliste, qui n'ont pas nécessairement une formation académique qui leur donne ce titre-là. Mais est-ce que de part et d'autre, vous les reconnaissez comme des journalistes ou comme des collaborateurs? Nous, ils ne portent pas le titre de journaliste. Je crois que le titre de journaliste n'est pas protégé. Par contre, on pourrait donner le titre de journaliste à tous les gens qui écrivent dans la Gazette. On a une personne, Anne-Sophie, qui est engagée à titre de journaliste, qui porte le titre de journaliste et qui respecte les règles, si on peut dire, les normes journalistiques. Ça ne veut pas dire que les autres ne les respectent pas non plus, mais c'est pas leur métier, c'est pas... Donc, on les considère vraiment comme des chroniqueurs, comme des partenaires, comme des rédacteurs. Puis nous, on a vraiment aussi, pour être chroniqueur, on a déterminé, on a un peu défini pour que chaque titre ait une résonance logique, si on peut dire. Mais non, on ne donne pas le titre de journaliste. Est-ce qu'on peut faire de l'information même si on n'est pas journaliste? Oui. Je pense que les chroniqueurs en sont la preuve. C'est souvent des experts dans leur domaine. Nous, c'est comme ça. Si je prends Alain Dumas, qui a la chronique économie, c'est un professeur d'économie, expert en économie. Son titre est économiste. Donc, c'est dans cette logique-là qu'on est. Je pense que c'est assurément de l'information, mais qui ne provient pas nécessairement d'un journaliste. C'est pas mal la même chose chez Nous TV. On a des journalistes dans à peu près presque les 17 stations, je vous dirais, et ces journalistes-là sont des journalistes professionnels qui ont des études et qui ont le titre de journaliste. Par contre, pour ce qui est des émissions d'autres de culture ou d'autres sujets qui sont animés par des citoyens où c'est les citoyens qui viennent parler de leur passion ou de ce en quoi ils sont professionnels, bien, ils n'ont pas le titre de journaliste comme tel. Là. Ce sont des animateurs d'émissions, ça peut être des chroniqueurs, mais les journalistes que nous avons à Nous TV, chez nous, en tout cas, c'est des journalistes et c'est eux qui s'occupent des émissions d'information qu'on a comme le Connecté, qui est une émission provinciale. Donc, ces émissions-là sont vraiment prises en charge par des journalistes. Est-ce que c'est pas là une des différences entre médias communautaires et médias traditionnels? C'est-à-dire que j'imagine que chez vous, pour y travailler, il faut avoir la compétence et le titre de journaliste? Bien, assurément, quand on fait du journalisme, mais Isabelle l'a dit tout à l'heure, le titre de journaliste n'est pas un titre qui est protégé.
On fait référence, par exemple, à la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. C'est une adhésion qui est volontaire. Je vous dirais qu'on a quand même une très bonne représentativité au Québec. Plus de 1800 journalistes, je pense, qui sont membres de la Fédération. Mais quand on décide de devenir membre de la Fédération, c'est qu'on accepte d'adhérer au guide déontologique. Le guide déontologique, je ne vous le nommerai pas au complet aujourd'hui parce qu'on en a plus que pour une heure, mais ce sont un ensemble de normes et pratiques auxquelles on accepte d'adhérer qui vont vers la recherche de la vérité, l'objectivité, le fait de toujours essayer d'aller chercher tous les côtés de la médaille, bref, l'équité, l'équilibre, l'absence de sensationnalisme. Il y a un paquet, évidemment, d'articles qui sont compris dans ce guide-là. Alors, on accepte de se soumettre, on va dire ça comme ça, à ce guide-là. Et oui, à ce moment-là, on dit qu'on a le titre de journaliste. Maintenant, je vous ramène même au Nouvelliste, puis je pense que c'est pareil à la Gazette. Nous avons aussi des collaborateurs qui n'ont pas le titre de journaliste. Tu sais, je pense au Nouvelliste, on a Marisol Saint-Onge, par exemple. Marisol Saint-Onge, qui est une artiste qui a vécu des événements dans sa vie, qui est polyhandicapée, mais qui a été... Pardon, elle n'est pas polyhandicapée, je me suis mal exprimée, mais elle a été amputée. Et donc, elle collabore avec nous. Elle signe une chronique par semaine dans laquelle elle fait part de commentaires, d'appréciations, où elle va raconter, par exemple, une expérience qu'elle a vécue, tout ça. Et elle est capable de le faire à l'intérieur d'un certain cadre qui est celui de l'exactitude de l'information, de la recherche de la vérité, mais sans nécessairement dire qu'elle fait de l'information. Elle fait du commentaire, elle fait de l'opinion, et ça relève de la chronique, comme on va souvent voir à l'intérieur même de la Gazette ou de n'importe quel autre média communautaire, de la chronique aussi et de l'opinion. C'est peut-être là un des grands débats de la société actuelle, arriver à faire la différence entre ce qui est de l'analyse et ce qui est de l'opinion. On semble être de plus en plus tourné vers l'opinion, notamment sur les médias sociaux, entre autres, où on ne retrouve pratiquement que ça, d'autant plus que les médias sont à toute fin pratique disparus des médias sociaux, ce qui amenait une dose d'objectivité, je dirais. Alors, est-ce que ça, c'est pas aussi un des critères qui caractérise les deux médias, communautaires ou traditionnels, c'est-à-dire être davantage du côté de l'analyse que de l'opinion? Il y a des pages pour l'opinion, évidemment, là, mais qui sont bien identifiées, mais il y en a peu dans la Gazette. Je pense qu'on ne va pas dans l'opinion du tout. Et là, en t'entendant, ça me fait aussi penser que même les termes, mettons, le terme chronique également n'est pas clair, parce que nous, c'est des chroniques, mais c'est pas des chroniques d'opinion. Donc, tu sais, même ça, je comprends aussi, même pour le lecteur, des fois, ça peut être mélangeant de dire est-ce que c'est un texte d'analyse, est-ce que c'est plutôt subjectif, parce qu'on s'entend que si c'est une chronique d'humeur, par exemple, tu sais, nous, on dit souvent on n'a pas de chronique d'humeur, là, tu sais, donc c'est ça, une chronique où je fais juste partager mon opinion, mais pas fondée sur des faits et pas, qu'elle ne mène pas aussi l'autre côté de la médaille, un certain penchant, un certain ballon. On évite, en tout cas, je ne dis pas qu'on n'en a jamais, mais on évite ça. Là. Donc, on y va vraiment. Mais quand même, dans l'esprit journalistique, je veux dire, les normes de la FPJQ, même si on n'en est pas membre, je pense que c'est vraiment bénéfique de s'en inspirer quand on produit un média. On participe à la production d'un média. Il y a beaucoup de journalistes au Québec qui choisissent de ne pas être membres de la FPJQ pour toutes sortes de raisons, et qui respectent quand même ces règles-là, ces règles déontologiques-là. Tu sais, c'est un saut de qualité, mais ce n'est pas le seul et unique saut de qualité. Et ce n'est pas un ordre professionnel. Et ce n'est pas un ordre professionnel. Oui, tout à fait. Je pense que aussi, ce qu'on peut ajouter à ça, c'est que ceux qui font de la chronique ou qui écrivent dans vos médias, bien, ils sont quand même encadrés. Ouais. Tu sais, je pense pas que n'importe quel chroniqueur va arriver avec son texte, va dire voici ce que j'ai écrit, vous le publiez sans le regarder. Au contraire, il y a peut-être même des modifications qui sont demandées, tout ça. Tandis que si on vient aux médias sociaux, ce qu'on y retrouve, bien souvent, c'est l'opinion personnelle de quelqu'un qui peut dire ce qu'il veut puis qui n'a pas été vérifié par personne, puis libre au lecteur de faire son pour et son contre avec ça. Je pense que la crédibilité est beaucoup plus là quand ça vient d'un média où il y a un encadrement des gens qui y participent sans avoir un titre professionnel. Finalement, j'ai pas l'impression que la distinction entre médias communautaires et médias traditionnels est si grande que ça. Sinon, dans le contenu ou dans la mission
que chacun des médias se donne. Peut-être que ça pourrait nous éclairer si, en un coup de cuillère à peau, vous pouviez nous résumer la mission de chacun de vos médias. Qu'est-ce que vous vous donnez comme mission ou comme objectif à la Gazette, au Quotidien Nouvelliste ou à Nous TV, qui vous distingue, qui fait, moi, voici comment je trouve ma place dans cet échiquier des médias? Nous, c'est vraiment d'inciter les gens. La participation citoyenne, c'est vraiment quelque chose qui distingue la Gazette. Je veux dire, on a une quarantaine de collaborateurs qui s'impliquent dans la Gazette, qui sont bénévoles. Donc ça, je pense que ça distingue de n'importe quel autre média traditionnel. Puis, c'est ça, cette accessibilité-là par le conseil d'administration, d'avoir un impact sur le média, cette proximité-là, dans le fond, qui se dégage entre le média puis les citoyens. Je pense que ça, c'est quelque chose qui se distingue, qui n'est peut-être pas si facilement tangible, si je peux dire, mais c'est tangible dans le sens que l'implication citoyenne est quand même est là pour vrai. Là. Donc ça a des résultats concrets. Au niveau du contenu, est-ce que quelqu'un, en lisant un journal, peut savoir que c'est communautaire ou que c'est traditionnel? Peut-être par les... Nous, en tout cas, on a des enjeux, c'est sûr qu'on va parler. Peut-être aussi on va essayer de donner parole à des gens qui auraient peut-être moins accès, moins facilement une prise de parole dans un média traditionnel, couvrir un enjeu de façon différente. Je vois le globe terrestre sur la une. Bon, c'est sûr que l'international, on n'en entend pas tant parler que ça dans nos médias. Tu sais, un gros titre, là, mais après ça, est-ce qu'il y a des analyses poussées? Je pense de moins en moins. Nous, ça reste une priorité. Tu sais, on est quand même maître, je pense, de ce qu'on veut mettre dans le média qui rejoint nos citoyens. Et c'est non pas juste par un intérêt financier non plus de dire on va mettre ça parce que ça va rapporter. Tu sais, non, on va mettre ça parce que ça informe puis ça rejoint notre population. Et la gratuité, quand même, une particularité ouais, qui vous est propre la aussi. Gazette, c'est un tour de force. On ne sait pas si ça durera éternellement. Ben, mais, c'est dans nos défis et qu'on veut garder. Ouais, on est gratuit complètement et sur le web et en version papier. On se dit que, tu sais, il y a quand même des gens qui n'ont pas les moyens ou qui ne feront pas le choix non plus de payer pour s'informer. Est-ce qu'on veut les pénaliser pour ça? Non, on veut essayer, en tout cas, on veut être le plus accessible possible. Donc, c'est pour ça qu'on est gratuit complètement. Si je me rapporte aux nouvellistes, si on parle de mission, c'est bien évident que nous, c'est vraiment la couverture de l'ensemble de la région Mauricie-Centre du Québec. Donc, on va de Latuc à l'autoroute 20, de Sainte-Anne-de-la-Pérade jusqu'à Masquinongé. Effectivement, la différence au niveau de la participation en termes de production de contenu, oui, elle est là, elle est différente. Nous, on implique, on ne propose pas à quiconque veut venir écrire dans le journal, de venir écrire, mis à part peut-être la section opinion du lecteur. Là, évidemment, c'est ouvert à tout le monde. Ou les collaborations dont vous parliez tantôt. Ou certaines collaborations, effectivement, mais qui vont devenir récurrentes, là, qui deviennent une espèce de cadre de référence aussi. Par contre, au niveau de l'implication citoyenne, puis c'est là peut-être qu'on se rejoint, en tout cas dans le cas du Nouvelliste, dans le cas des coops de l'information là, dont fait partie le Nouvelliste, nous sommes devenus une coopérative il y a en 2019, en décembre 2019, donc on fête nos 4 ans en ce moment là, d'existence. Et le modèle a complètement changé, mais ça se voit vraiment partout. Puis en Amérique du Nord, ça tend vraiment à changer parce qu'on a longtemps connu les grands médias d'information qui étaient à la solde de conglomérats et d'intérêts financiers. Tu sais, on n'a qu'à penser à Power Corporation, qui a longtemps été propriétaire de la presse et du Nouvelliste aussi jusqu'au milieu des années 2010. Par la suite, ça a été Martin Cochon avec Groupe Capital Média qui est devenu propriétaire. Mais tout ça est appelé à changer parce que des médias qui sont rentables, il n'y en a pratiquement plus. Il n'y en a pratiquement plus. C'est devenu presque un choix de société que celui de faire de l'information et de dire, bien, on continue de dire que c'est un service essentiel et on continue d'y aller, mais avec des modèles différents que celui de la grande entreprise de presse qui fait beaucoup d'argent. Ça n'existe plus. Ce qui fait que là, on est devenu une coopérative et effectivement, sur le modèle de la coopérative, pendant très longtemps, le conseil d'administration a été formé. Il y avait des représentants du public qui étaient invités à venir siéger. Donc là, tu sais, les modèles commencent à se rejoindre aussi de par le fait que l'information, ce n'est plus un produit qui permet à ses propriétaires de générer des millions, là, vraiment pas.
Il faut repenser les modèles complètement. Tout à fait. On va délaisser l'écrit quelques minutes pour Oui. aller du côté visuel parce que, corrigez-moi si je fais erreur, mais j'ai l'impression que les télés communautaires, comme nous TV, c'est né à l'origine d'une mesure du CRTC qui imposait la création de ces médias-là aux Absolument. câblo-distributeurs. Absolument. Le monde a beaucoup changé depuis, ça existe toujours. Ouais. La preuve, c'est que nous sommes là. Mais est-ce que pendant ce temps, les télés communautaires ont réussi à développer un créneau suffisamment solide pour justifier leur existence par elles-mêmes? Bien, je pense que oui. D'abord, notre mission est un peu différente de celle de la presse traditionnelle parce que de l'information ou de la nouvelle en tant que telle, on n'en fait pas. On fait de l'actualité parce que faire de l'information, de la nouvelle, ça coûte excessivement cher, vous le savez. Donc, nous, oui, on fait de l'information. Mais on donne surtout notre mission de donner la parole aux citoyens parce que, vous l'avez dit, le CRTC l'a imposé au début des années 70, quand la câblo-distribution a parti. Le CRTC a autorisé des compagnies à distribuer les chaînes de télé traditionnelles, qu'elles soient privées ou d'État, et en contrepartie, les a obligés à maintenir une chaîne communautaire pour donner la parole aux citoyens qui n'avaient pas accès aux médias traditionnels. Et si on se rapporte au début des années 70, la télé était un médium de masse qui était hyper puissant. Il l'est encore, mais au début, dans l'effervescence de la télé, c'était incroyable. Et donc, les câblo-distributeurs ont donné la place aux citoyens comme ça. C'est sûr qu'avec le temps, les moyens technologiques ont changé. C'est plus facile de faire de la vidéo à la maison, peu importe, mais de le faire dans un cadre professionnel, je pense que la place est encore là, oui, et les citoyens peuvent venir. Bon, on a une mission de formation aussi, d'ailleurs. On a une mission d'implication dans la communauté parce qu'on est là pour faire rayonner la communauté. On a beaucoup de relations avec les organismes qu'on essaie de faire connaître à travers notre programmation, tout ça, et on les aide même à aller chercher des sous. Si on pense, notre fameux bingo qu'il y a sur à peu près toutes les chaînes communautaires, bien, c'est pas juste pour le fun, puis cet argent-là ne revient pas à nous. L'argent revient aux organismes avec lesquels on fait le bingo. Je pense à Club Rotary, le Club Richelieu. Il y a même des fondations dans certaines municipalités ailleurs au Québec qui sont responsables du bingo. Et l'argent qui est amassé avec ça leur revient. Donc, notre mission est vaste et oui, notre place est encore là parce que le cadre professionnel de la télé existe toujours. Je pense que là où il y a une nuance, c'est au niveau de la distribution. Parce que là, le mode linéaire en télé est appelé à diminuer. La télé linéaire, on parle, vous avez sûrement déjà entendu le cord cutter. Là, on parle de cord never pour les plus jeunes qui ne s'abonneront jamais au câble. Mais il y a des moyens différents de distribuer. On s'entend que nous, on ne vend pas de publicité, donc la tarte publicitaire, on n'en bénéficie pas. Donc, c'est seulement des revenus de câblo-distribution qui nous font vivre. Donc, on espère, avec le renouvellement des licences CRTC en 2026, qu'on pourra aller chercher un petit peu plus quelque chose dans différents fonds qui vont exister. Mais pour répondre à la question, oui, on a encore notre raison d'être et la preuve, c'est qu'il y a plein de gens ici qui sont là pour le prouver. Et vous êtes dans un réseau qui est relié évidemment à un câblo-distributeur, Absolument. mais il y a aussi des télés communautaires qui sont dites autonomes, Ouais. c'est-à-dire qui relèvent d'un conseil d'administration de citoyens et citoyennes. Est-ce que ça, c'est un modèle en croissance? Est-ce que c'est vers là qu'on risque d'aller? Je pense que les télés communautaires qui sont sous la responsabilité de câblo-distributeurs vont demeurer parce qu'il y a quelques années, la demande avait été faite par certains opposants de sortir les télés communautaires sous l'égide des câblo-distributeurs. Le CRTC a dit les meilleures entreprises pour être capables d'encadrer les télés communautaires, la plupart, ce sont les câblo-distributeurs avec leur solidité. Mais ceci dit, les télévisions communautaires autonomes ont encore tout à fait leur place. Et je comprends que de leur côté, le financement est excessivement difficile à aller chercher. Mais c'est deux modèles différents qui cohabitent. D'ailleurs, les télévisions communautaires autonomes qui sont situées sur le territoire des câblo-distributeurs bénéficient d'un certain financement des câblo-distributeurs aussi. Donc, c'est un modèle qui cohabite bien, là. Il y a des portes à double battant.
Les gens se parlent. En plein ça, oui, tout à fait. Merveilleux. Tout à fait. Mais vous disiez, vous, ne pas avoir accès à la tarte publicitaire parce que les fonds viennent d'ailleurs. Vous y avez accès de part et d'autre, soit dans le milieu communautaire, soit dans le milieu des médias traditionnels. Mais de moins en moins. Oui, c'est le moins, On va se le dire. c'est le moins qu'on puisse dire. Mais comment arrivez-vous à tirer les marrons du feu? S'il y a eu un point positif à la pandémie, c'était, je pense, l'augmentation des budgets en publicité gouvernementale qui ont donné un coup de main ou un support, en tout cas additionnel à l'ensemble des médias. Mais maintenant qu'on en est sorti, Dieu merci, est-ce qu'il y a rétrécissement de l'enveloppe publicitaire encore, outre le combat avec les GAFAM sur lequel on reviendra, là. Mais si on parle de l'assiette publicitaire de la région dans laquelle vous œuvrez, est-ce que ça, c'est aussi en diminution constante? Bien, en fait, vous dites outre les GAFAM, mais on ne peut pas dire outre les GAFAM, justement, parce que cette compétition-là, elle est avec les GAFAM. Les entreprises, les organismes, les citoyens qui ont intérêt à acheter de la publicité présentement pour faire connaître des produits, des services, peu importe quoi, ont le choix entre, effectivement, les médias traditionnels ou communautaires et les GAFAM. Donc, tu sais, on ne peut pas dire outre parce que ce sont nos principaux compétiteurs présentement. Tout à fait. La remarque est juste. C'est simplement que je voulais les traiter en 2 points. Mais on c'est le traitera en tout à fait 2 points, pertinent. ça va me faire plaisir. Mais tu sais, je vais amener cette nuance-là parce que c'est un combat de tous les instants, oui, d'aller chercher des revenus publicitaires. Autant que du financement, autant que, tu sais, puis on en parlait hors d'onde, mais tout ce qui est aussi la reconnaissance d'un organisme journalistique reconnu qui nous permet, après ça, d'aller chercher, par exemple, des crédits d'impôt sur la masse salariale, de pouvoir aussi donner j'allais dire des crédits d'impôt, mais c'est pas ça du tout. C'est des reçus de charité aux gens qui acceptent de faire, par exemple, des dons à travers soit des fondations, peu importe, dépendamment de la façon dont le média est constitué là, dans sa gouvernance. Bien, c'est un combat de tous les instants parce que effectivement, bien, les gens, les organisations qui vont placer de la publicité veulent aller là où les gens sont aussi. Et les gens étaient sur les GAFAM parce que les GAFAM diffusaient aussi du contenu des médias traditionnels. Les gens allaient s'informer sur les GAFAM. C'est là que l'équation ne fonctionne plus. Donc, oui, c'est nos principaux compétiteurs présentement, davantage que nous deux ensemble ou que nous ensemble. Le combat n'est plus à armes égales, pas du tout. Merci pour la correction. Je vous explique rapidement pourquoi je pensais le traiter en 2 points. Oui. Parce que lorsqu'on a vu la signature de l'entente entre Google et le gouvernement du Canada, évidemment, est apparue une enveloppe de 100 millions. On ne jugera pas de la pertinence du 100 millions, plus, moins, évidemment, tout le monde en aurait pris plus. Ça aurait mieux plus, oui. Évidemment. Là-dessus, on va s'entendre rapidement. Mais quand les discussions ont commencé sur comment allait être redistribuée cette somme, ou les sommes à venir, si jamais il y a entente avec Meta, entre autres, bien, il y a eu tout le débat sur la radio publique. Il y a eu... Mais j'ai l'impression que dans cette discussion-là, à moins que j'ai omis quelque chose, les médias communautaires ne font pas partie de la danse. Et quand vient le temps de faire la redistribution, ça s'arrête aux médias traditionnels. Est-ce que j'ai erré ou bien est-ce que c'est vraiment le cas? Ou bien est-ce que votre association fait aussi des pieds et des mains pour avoir sa part du butin? En tout cas, ça ne va pas de soi, c'est sûr que ça ne va pas de soi. Non, j'ai vérifié avant de m'en venir avec notre directeur, justement, est-ce qu'il y a une ristourne envisageable? Comment qu'on fait? Est-ce qu'on participe aux discussions? Est-ce qu'on fera partie de l'entente? Est-ce qu'il n'y a pas vraiment rien de clair? Donc, c'est sûr que les médias communautaires sont... Peut-être parce qu'on n'a pas les moyens de se faire aussi bien entendre que les autres, peut-être parce qu'on n'a pas la reconnaissance, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on a tendance à être un petit peu écartés. Tu sais, on disait qu'il y avait quand même aussi des ententes qui existaient entre Meta, puis il y avait des ristournes déjà qui existaient entre certains médias et Meta, évidemment. Aucun média communautaire faisait partie de ces ententes-là. Donc, est-ce qu'on fera partie des nouvelles ententes? J'espère bien que oui, mais... ça ne va pas de soi. Donc, c'est sûr que c'est... Et cette situation-là est doublement pénalisante pour les médias communautaires parce que on fera peut-être pas, peut-être que oui, peut-être que non, et à quelle hauteur on fera partie de l'entente. Mais pendant ce temps-là, la presque totalité des médias communautaires sont aussi censurés.
Donc, c'est doublement pénalisant pour eux et injuste, si je peux dire, là. Et qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites que les médias communautaires sont censurés? Bien, je veux dire, par Facebook. Ah oui, je veux OK. dire, donc, D'accord. à ce moment-là, On ne bénéficie pas de la visibilité. Oui, c'est ça. Puis en plus, on bénéficie Puis pas de en l'aide, plus, là. tu bénéficieras peut-être pas de la ristourne après, puis tu as été pénalisé de visibilité pendant tout ce temps-là. Donc oui, je pense qu'il y a un problème là au niveau de la reconnaissance des médias communautaires, puis au niveau de même... Bon, là, c'est peut-être trop demandé aux grands médias, mais de dire pourquoi toujours... Tu sais, je ne vois pas, nous non plus, les médias entre nous comme compétiteurs. Tu sais, il n'est pas là le problème. Plus les gens s'informent, c'est ça qu'on devrait plutôt travailler, là. Donner le goût aux gens de s'informer, donner... Et à ce moment-là, tout ira mieux pour tout le monde, là. Ce que j'entends, c'est que l'effort est déjà considérable pour les médias traditionnels, mais il y aurait un double effort chez vous Mais oui, pour avoir accès à une pointe de tarte. Mais vous savez, tout ça, c'est même pas nous qui décidons ça. C'est pas un combat qui se mène entre médias, c'est une décision politique. C'est Ottawa qui décide comment ils vont administrer ces fonds-là qui sont débloqués par Google. On n'a pas notre mot à dire. Évidemment, chacun de son côté veut tirer la couverte de son bord aussi, puis ça, c'est normal. Mais tu sais... Il y a quelques années, il y a eu une aide financière qui a été annoncée pour la presse écrite, par exemple, sous forme de crédit d'impôt. Mais ça n'a pas pris 2 minutes que, évidemment, les télévisions et les radios levaient la main en disant « Mais comment ça se fait que nous, on n'y a pas droit? » Bien, là-dessus, je suis obligée de vous référer aux politiques parce que ce sont des décisions politiques. Et malheureusement, ça nous place aussi dans des situations comme celle-là, où on se retrouve en compétition alors qu'on ne devrait pas l'être, parce qu'on a tous la même mission, c'est d'informer le public. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce qu'on aimerait pouvoir mener cette mission-là sans constamment avoir à se battre pour notre survie. Et je dis notre survie, mais j'inclus tout le monde, là, j'inclus vraiment tous les médias là-dedans. C'est ça notre mission première. Puis comme société, eh bien, c'est un choix aussi qu'on fait d'être informé. C'est pas un bien de consommation, l'information. Ça ne devrait pas être monnayable, à mon avis. Ça ne devrait pas être considéré comme ah, ben là, tu sais, les gens se désintéressent de tel produit, bien, ça veut dire que c'est passé date. Mais l'information ne sera jamais passé date. L'information, c'est ce qui permet à une société de se fédérer, de se mobiliser, d'avoir une démocratie qui fonctionne, de parler des bons coups, mais de dénoncer les injustices également. Je ne peux pas me comparer ça à un divan à vendre chez Tanguay. Non, ça ne marche pas. Je ferai un peu de pouce sur votre idée parce qu'on a toujours accolé aux médias l'idée que c'était le 4e pouvoir. Après le législatif, l'exécutif. C'est lourd à porter, ça. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Vous le reconnaissez, oh, oui. vous sentez cette... C'est une mission. C'est une mission. C'est une mission d'informer la population. Et est-ce qu'en ayant en tête l'idée que vous êtes ce 4e pouvoir pour une société démocratique en santé, il n'y a pas une particularité ou une apparence de conflit d'intérêt entre le fait que des subsides nous arrivent du politique? Comment on fait? Je sais que traditionnellement, dans les salles de rédaction, on fait... il y a un mur coupe-feu entre le promotionnel et le rédactionnel. Très certainement qu'il y en a un encore entre le politique, mais au niveau, ne serait-ce que de l'apparence, est-ce que c'est délicat de recevoir des subsides du... On se l'est souvent fait dire pendant la pandémie. Les gens nous le reprochaient. À ça, je réponds, toutes les grandes sociétés démocratiques dans le monde, au grand complet, et démocratiques, je tiens à le préciser, ont des médias qui sont financés par l'État. Puis, malheureusement, je ne l'ai pas avec moi, ce tableau-là, mais j'enseigne aux étudiants à l'université la teneur des contributions gouvernementales des différents pays dans le monde. On est minuscule. Au Canada, ce qu'on donne à nos médias pour financer nos médias, et j'inclus là-dedans Radio-Canada, c'est microscopique comparativement à ce que, et là, je vais encore citer les grands pays scandinaves, mais la Norvège ou le Danemark, puis c'est des sociétés archi-démocratiques. Là. Je ne vous parle pas de la Corée du Nord, là, on s'entend. En Norvège, Danemark sont reconnus pour donner, mais je crois que c'est à la hauteur de 20 à 30 fois plus d'argent par citoyen aux médias que le Canada. Donc, votre question, c'est est-ce que c'est possible de garder une certaine indépendance? Moi, je pense que oui, mais cette indépendance-là,
Elle vient des travailleurs de l'information qui acceptent de se soumettre à un code déontologique qui est rigide, qui est précis et qui va toujours mettre cette barrière entre l'information et la publicité. C'est essentiel. Sinon, je veux dire, on perd toute notre raison d'être, là. Mais tous les grands pays démocratiques financent les médias. On n'est pas tout seul. Absolument. Et plusieurs ont même ce qui s'appelle des sociétés d'État, ce qui n'est pas le cas de Radio-Canada. C'est une société publique, mais ce n'est pas la société d'État. Mais c'est pas une société d'État, exactement. Il y a là toute la nuance, mais on ouvre la porte sur un tout autre débat parce que ce quatrième pouvoir qui permet la démocratie, c'est aussi le rempart contre la désinformation, là. Mais j'ai l'impression qu'on joue à armes égales, là, quand je vois la vitesse avec lesquelles la désinformation circule sur les médias sociaux, la vitesse avec laquelle les logiciels permettant toutes sortes de choses, et on pourrait parler facilement de ces robots conversationnels, ou comment on fait pour lutter, si on est un média traditionnel, un média communautaire, une télé, avec relativement aussi peu de moyens. C'est David contre Goliath. Au moins, on peut se réconforter que David a gagné, là, mais est-ce que le combat de la désinformation, outre le fait de dire « je vais faire le mieux possible le métier que je fais et la mission que je veux rencontrer », mais si je n'ai pas les moyens et les leviers pour le faire, comment on y arrive? Est-ce que l'avenir vous apparaît jouable ou bien on va être enseveli rapidement? C'est une bonne question. Je pense que c'est pas nouveau. Le fait de est-ce que je comprends ce que je lis? Peut-être qu'avant, on parlait, je me rappelais là, les taux d'analphabétisme, on sortait ça souvent. Là, on les sort un petit peu moins, mais je mets ça un peu dans cette même veine-là. Ils sont pas plus qu'avant. Non, mais je vois quand même un lien avec les fake news dans le sens que les gens, ils lisent. Est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils lisent? Est-ce qu'ils comprennent de quelle source ça vient? C'est un peu ça le problème des fake news, c'est que tu mets tout sur le même pied d'égalité. Les médias sociaux, je pense, ont juste fait empirer ça parce que c'est tellement de l'instantané puis c'est tellement un titre avec quelques mots puis tu cliques pas nécessairement non plus pour aller plus loin. Donc, c'est une information rapide. Et là, il y a le risque de désinformation parce que c'est qui a publié ça. Je pense que c'était à la FPJQ qui est à l'origine de ça, le Centre des médias. Une formation qui avait été... 30 secondes avant d'y croire. Exactement. Puis là, il y a une nouvelle mouture. J'ai suivi la formation cet automne. Il y a une nouvelle mouture qui vient de sortir. Puis ça, c'est intéressant parce que c'est un atelier qui est offert aux écoles. Donc, secondaire et peut-être plus également. Donc, pour justement voir avec les jeunes... Pourquoi qu'un fake news aussi? Pourquoi que c'est si populaire? C'est pas juste une impression, là, mais ça joue sur les émotions. Donc, comment ils vont pouvoir décoder ça? Comment ils vont pouvoir mieux les cerner pour mieux distinguer? Donc, ça, c'est peut-être une des pistes de solutions, là, ces genres de formations-là qui peuvent être offertes aussi au grand public. Puis, oui, je pense que c'était dans l'introduction, mais de continuer à bien faire notre travail, je pense que ça change peut-être un petit peu, mais je pense que c'est important aussi on peut-tu se battre contre ça? Je ne sais pas si on peut se battre contre ça. C'est drôle parce qu'on parle, c'est comme si on devait informer les gens pour savoir comment ils doivent s'informer. C'est ça qui est spécial et j'ai adoré la publicité que vous avez faite à l'automne dernier, le Nouvelliste, avec les fake news. Puis vous avez, tout le monde au journal les a partagés. Puis ça, j'ai trouvé cette campagne-là excellente. Juste pour ceux et celles qui ne l'auraient pas vu. Excusez-moi, vous êtes sérieux, là? Vous avez cru vraiment à ça? J'en reviens pas. Vous savez comme moi, là, que ce qui se passe présentement sur les médias sociaux, ça vole vraiment pas haut. Je dirais même, c'est de la... C'est pas compliqué à expliquer, vous le savez. C'est la faute de Meta, Facebook, Instagram. Mark Zuckerberg, ça vous dit quelque chose, ça? Il est pas content vraiment, lui, de ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Nous museler. Tous les médias canadiens, y compris donc les médias québécois, c'est nous qui en souffrons présentement. Moi, je suis dans ce métier depuis 1972. 1972, il y en a eu des affaires. Mais de voir une multinationale, multimilliardaire, qui nous méprise, j'ai jamais vu ça. Il n'y a pas si longtemps encore, les nouvelles, le contenu ont payé pour ça. C'est la base même de l'industrie. Vous le savez comme moi, ces gens-là mettent leur talent, ils mettent leur connaissance à votre disposition. C'est la moindre des choses de les soutenir. Vous pouvez encore le faire, vous le savez. Ils ont des infolettes,
vous vous abonnez, ça va vous changer de toutes ces vidéos insignifiantes. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est un ouragan, un tsunami qui risque de balayer notre culture, notre langue, notre identité. On ne sait pas quand tout ça va s'arranger, mais entre-temps, s'il vous plaît, faites-moi plaisir, soutenez vos médias locaux. Est-ce que j'ai été assez clair? Je pense que tout le monde a compris. Moi, je retourne à la retraite, là. Merci. On fait nous-mêmes, chacun, là, dans nos tâches quotidiennes, de l'éducation à ce qu'on fait. Moi, je suis constamment en train d'aller dans des classes de primaire, de secondaire pour en parler. J'enseigne à l'université, je consacre un module complet aux fake news versus l'information vérifiée. Et ça m'amène à dire, mais comment ça se fait que dans notre société, on n'a pas des cours d'éducation aux médias? Comment ça se fait que c'est pas compris dans le cursus scolaire? Je veux dire, on est en train de former les citoyens de demain, mais on leur apprend pas ça. On leur apprend le français, les mathématiques, l'anglais. C'est essentiel d'apprendre tout ça. Mais l'éducation aux médias aussi, c'est essentiel parce que c'est comme ça qu'on va apprendre à penser par nous-mêmes, à être capable d'aller chercher l'information qui va faire en sorte que demain matin, on va savoir pour qui voter. Il y a c'est développé quand même un esprit assez... critique. Ben oui, et développer un esprit critique, c'est quand même assez essentiel quand on veut former les citoyens de demain. Moi, ça ne me rentre pas dans la tête qu'on n'ait pas encore ça, que ça ne soit pas automatique. Il y a plein de professeurs à la grandeur du Québec qui le font parce qu'ils y croient, mais ça n'entre pas dans le cursus scolaire. Ils le font sur leur propre temps, ils le font sur leur propre initiative, mais ça devrait faire partie du cursus scolaire. Il y a un lobby des médias qui pousse cette idée-là? On essaye. Mais la formation 30 secondes avant d'y croire, à mon avis, devrait faire école là-dessus. Est un excellent lobby en soi, sans l'être vraiment là, au sens propre du lobbyisme. Là. Mais on est des dizaines et des dizaines de journalistes à travers le Québec qui se sont promenés dans plein d'écoles pour aller donner cette formation-là, qui est super intéressante, qui est super simple, qui est disponible en ligne aussi. Les gens peuvent aller en ligne 30 secondes avant d'y croire. On a juste à taper ça dans Google. On arrive sur le centre d'études des médias. Je m'excuse, son nom m'échappe, là, mais bref, le centre qui gère cette formation-là. Puis on apprend à reconnaître les sources, on apprend à reconnaître qu'est-ce que c'est que de l'information qui est vérifiée, qu'est-ce que c'est qu'un journaliste, qui peut être journaliste, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on doit regarder quand on est sur les réseaux sociaux puis qu'on reçoit une information pour s'assurer qu'avant qu'on clique dessus, avant qu'on croie à cette nouvelle-là, de s'assurer qu'elle est vraie, qu'elle est vérifiée. Donc, c'est essentiel. On a vu pendant cette bataille qui se poursuit entre les GAFAM et le gouvernement du Canada sur C-18. Ma question, on entend de plus en plus le fait que de plus en plus de gens reviendraient vers les médias traditionnels, vers les sources électroniques, parce qu'ils ne trouvent plus sur leur fil habituel les nouvelles qu'ils étaient habitués de voir. Est-ce qu'il y a dans vos médias vraiment un retour à la source qui est mesurable en disant, bien là, peut-être qu'on est en train de se donner un levier qui va permettre aux gens de rester. Et peut-être qu'on voit même sur le fil des médias sociaux les nouvelles se propager autrement, c'est-à-dire des gens qui, sur leur compte Facebook, photographient un article ou font un résumé ou propagent un lien ou disent « Allez voir directement sur le titre du Nouvelliste, sur le titre de la Gazette ». Est-ce qu'il y a vraiment un courant de fond que vous sentez de ce côté-là? Nous, on l'a senti, en tout cas. Puis même, tu sais, nos nouvelles n'étaient pas nos nouvelles, parce qu'on ne fait pas de nouvelles, je l'ai dit plus tôt, mais on partageait beaucoup sur les médias sociaux, notre programmation, tout ça. On a été, nos pages Facebook sont peu accessibles, mais depuis ce temps-là, on remarque une migration des gens vers notre site Web, où il y a des extraits d'émissions qui sont accessibles, tout ça. Oui, les gens vont sur le site Web. Est-ce qu'ils reviennent à la télé? Difficile à dire parce qu'en tant que télé communautaire, on ne fait pas partie du décompte des codes d'écoute. Mais on pourrait penser que oui, les gens sont intéressés à revenir à la source, effectivement. Mais quand vous voyez les augmentations de clientèle sur votre page Web, par exemple, est-ce qu'il y a le souci de dire, OK, comment on fait pour les garder à long terme, en supposant qu'un jour, ce conflit se règle avec Meta et que vos différentes publications puissent retrouver leur place? Est-ce que vous songez à comment développer ce lien qui va nous garder notre lectorat ou nos téléspectateurs sur nos propres sites? Bien, je pense qu'on le fait quotidiennement.
On le fait quotidiennement de plein de façons. Tu sais, quand on parle de la bonification des contenus, tu sais, c'est à la fois... on n'est plus dans le modèle où ce qu'il faut où ce qu'on écrit des longs textes ou quoi que ce soit. Tu sais, les gens, quand ils arrivent sur les médias sociaux, ils consomment l'information de façon complètement différente qu'avant. Ils vont regarder les titres, des fois les 2-3 premières phrases, et si ça les intéresse, ils vont poursuivre la lecture. Mais c'est justement là qu'est notre défi, c'est de s'assurer de leur fournir la bonne information, mais aussi de leur fournir cette information-là de la façon dont ils ont envie de l'avoir. Et là, je regarde, bien, c'est sûr que là, avec Instagram et Facebook, on n'en parle même plus. Mais il y a de plus en plus de médias qui migrent vers les TikTok et les autres applications de ce monde et qui font des vidéos, mais tu sais, très accrocheuses, des courts textes, mais on s'entend, là, des 4, 5, 6 mots pour dire, bien, tu sais, voici l'information du jour et si vous voulez cliquer, vous cliquez sur ce lien. Bref, on s'adapte aussi à travers ça. Fait que ça fait partie, parce que c'est, tu sais, de garder son lectorat, c'est une chose. D'intéresser le jeune lectorat aussi à venir nous rejoindre, c'est autre chose. Les jeunes ne s'informent pas de la même façon dans les plus âgés, on va dire ça. Hein? D'entre nous, on va rester polis, mais dans les plus âgés, ont l'habitude de s'informer. Donc, tu sais, c'est à nous aussi à revoir ces modèles-là, à se réinventer. On le fait déjà. Et il faut que ça continue. Donc, tu sais, c'est une façon de les accrocher, oui, chez nous. Mais, tu sais, pour revenir à la question initiale, on a senti cette vague de fond-là. D'abord par les gens qui nous en parlent, forcément. Il y a beaucoup de gens que ça a fâché, cette décision-là de Facebook, qui se sont sentis floués, qui se sont sentis lésés là-dedans et qui reviennent de plus en plus à la source. Nous, on a vu des abonnements arriver, des inscriptions aux infolettres, par exemple. On peut faire directement le lien avec ça. Puis vous dire que notre lectorat a chuté drastiquement, ben non. Je peux pas vous affirmer ça. Je ne peux pas vous affirmer ça parce que quand les gens veulent s'informer, ils savent où aller s'informer. Tu sais, quelqu'un qui a lu une fois dans sa vie un article du Nouvelliste à partir de Facebook, c'est pas nécessairement quelqu'un qui cherche l'information de la Mauricie et du Centre du Québec, mais les gens savent où nous trouver et ils nous trouvent. Madame Padula, vous êtes, au moment où on se parle, un des rares médias à publier encore papier. C'est un point précis dans votre, je dirais, dans votre raison d'être, dans votre façon d'exister, que de conserver le papier, ou bien vous aussi, vous êtes à risque parce que la version informatique ou numérique est aussi développée à la Gazette, non? En fait, pour l'instant, les deux versions sont vraiment complémentaires. On est conscient que dans le numérique, en effet, c'est plus court, c'est de l'information. Les gens veulent l'information plus rapidement résumée. Alors que dans le papier, c'est sûr que nos articles sont bien... C'est des articles d'analyse, donc on ne fait pas une analyse en 2 paragraphes, là. C'est des articles de fond. C'est pas genre un journal qu'on lit en 30 minutes. Donc, par notre mission, par notre façon de vouloir couvrir l'actualité, le papier reste pertinent pour nous, reste une priorité même, je dirais, là, pour la Gazette de la Mauricie, ce qui n'enlève pas qu'on est également, oui, sur le web. Puis oui, la situation a eu un impact dans nos infolettres aussi. On a doublé les infolettres, a eu un impact sur les idées du site web. Puis je pense que ça a fait aussi une prise de conscience. Est-ce qu'on est dépendant des médias sociaux? Jusqu'à quel point aussi les médias se sont mis... Pas juste les médias sociaux, là, combien d'organismes ne misent que sur les médias sociaux pour leur publicité, pour se faire connaître, pour promouvoir leurs services? Bien, c'est peut-être une erreur, là. Donc, de diversifier, je pense que nous, ça a vraiment fait... diversifions le plus possible nos sources de diffusion. Donc, oui, ça peut peut-être aussi quand même dire on va aller à un moment donné sur TikTok, peut-être, mais on ne mise pas tout là-dessus. Alors que je pense que beaucoup ont misé. Facebook, c'est facile. C'était facile de rejoindre les gens. Ça coûte très peu, on le sait. Ça coûte pas cher. Mais c'est une solution qu'on n'est pas indépendant de ça, là. Donc, il y a quelqu'un qui peut choisir pour nous que demain matin, c'est terminé. Mais tu dis que ça coûte pas cher, mais ça coûte de plus en plus cher. Tu sais, je parlais avec des organismes qui travaillent ici en Mauricie puis qui nous disaient, quand on poste quelque chose pour faire la promotion d'une activité ou quoi que ce soit, si on ne paye pas pour du positionnement sur les médias sociaux, personne ne nous voit.
Fait que c'est une erreur, je pense, que de penser que les médias sociaux sont gratuits. C'est pas vrai. À partir du moment où on veut faire la promotion d'une activité ou d'une consultation citoyenne ou quoi que ce soit, il faut payer pour être vu. Parce que sinon, on demeure à l'intérieur de notre chambre d'écho, parce que c'est essentiellement ça, les médias sociaux. C'est les chambres d'écho. Les gens vous suivent parce qu'ils ont un intérêt à vous suivre, mais ceux qui ne vous suivent pas, vous les rejoignez comment? Bien, depuis quelque temps, depuis 1 an ou 2, il faut payer davantage pour être capable de... Donc, tu sais, il ne faut pas penser que c'est gratuit. C'est pas gratuit, mais tu sais, il y a quand même des forfaits moins chers. Il n'y a pas, de campagne de 7 à la Gazette si tu veux être vu. Il y a quand même un minimum de montant. Maintenant, est-ce que c'est efficace? Ça, c'est une autre chose. De moins en moins, les médias sociaux, de moins en moins. Pour le même montant, tu en as beaucoup moins que il y a 5 ans, c'est sûr. Mais, ouais. Mais la bonne nouvelle là-dedans, là, c'est quand même qu'on dirait qu'on en vient à un sevrage des médias sociaux. Tu sais, au début, quand c'est parti, là, tout le monde paniquait. Les gens se demandaient où ils étaient pour s'informer, puis tout ça. Puis je pense que tout le monde a réalisé qu'on peut revenir à la base et s'informer où on doit s'informer. Et Meta déciderait de continuer comme ça. Je pense qu'on y trouverait tous notre petit bonheur à un moment donné, puis on dirait, ben regarde, faites votre chemin de votre côté, on va faire le nôtre, puis la vie va continuer d'être belle. Mais c'est ce qu'on entend de plus en plus. Oui, de plus en plus de gens les délaissent gens m'en leur fil. parlent, ils délaissent les médias sociaux, mais même, ils ne trouvent plus d'intérêt dans les médias sociaux. Ils font comme, je défile. Il n'y a plus rien d'intéressant. Un vidéo de chat une fois de temps en temps, ça va. Quand il reste juste ça, c'est moins intéressant. La grande-tante qui poste une photo de sa dinde à Noël, mais tu sais, à part ça... Mais à la base, les médias sociaux, leur mission n'était pas tant d'informer non plus. Non, là. Ils sont revenus à leur mission primaire, qui était celle de créer des liens entre les gens, mais c'est devenu tellement gros, puis on est devenu un peu... Comme utilisateur, un peu aussi dépendant de ça. Pendant 10 ans, on en a fait notre propre... Bon, je dis « on », excluant la personne qui parle, mais les gens en ont fait leur propre fil d'actualité et se sont créés cette habitude-là. Bien là, il faut défaire cette habitude-là. Et ça se fait de plus tranquillement, mais de plus en plus. C'est une première belle conclusion à cette émission. J'en ferai une deuxième qui est, après 1 heure, je vous ai beaucoup entendu parler au « on ». Oui. Alors que la prémisse de départ était de voir s'il y avait une véritable différence entre médias communautaires et médias traditionnels. Et vraisemblablement, vos missions sont très semblables et les moyens pour y arriver diffèrent parfois. Mais je pense qu'on a davantage compris qu'il s'agit d'un tissu médiatique précieux dont tout le monde a sa part. Alors, merci infiniment de nous avoir fait comprendre ça, d'avoir démystifié que communautaire égale pas seconde classe, loin de là. Absolument pas. Absolument pas, mais souvent, le mot communautaire a ce côté péjoratif, et tant mieux si on a pu défaire cette idée préconçue qu'on peut être certain. Alors, un immense merci à chacun d'entre vous d'avoir été là. Je remercie également Anne-Sophie Batalon, la recherchiste qui a réuni ce panel absolument merveilleux. Merci à vous de nous avoir suivis, surtout. Merci à la Gazette de la Mauricie et à la station Nous TV. C'est toujours un grand plaisir de vous lire. Alors, si vous avez des commentaires, vous n'hésitez pas. info-gazette-mauricie.com. C'est toujours un plaisir. On se revoit le mois prochain.